Saladin Parnasse. Ouais. Là, il est jeune prodige là, qui arrive. Il est vraiment. Il a rien à dire. Et franchement, il est prodigieux, fort. Et ouais, qui m'a marqué à niveau de son cardio, tout ça, son débit, tout ça. Franchement, respect à lui. Croyez en vos rêves. Ne laissez jamais les personnes mettre les bâtons dans les roues. Quand ils parlent de limites, ils parlent de leurs limites, mais pas les vôtres. Dites-vous toujours, ça c'est une phrase qui me motive tous les jours. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Yves Landu, c'est l'homme qui a peur, sinon il y a faux. Bonjour à tous et bienvenue sur The Fight Club. On se retrouve pour une nouvelle interview time avec Yves Landu. Yves, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Merci d'avoir répondu présent, Yves. C'est un réel plaisir pour moi d'échanger avec toi. Yves, il y a un an, dans une de tes interviews, tu avais parlé de ta volonté de pouvoir, avant la fin de tes 4 combats obligatoires, de pouvoir combattre à Paris, dans une salle pleine. Le 6 mai 2022, ça a été chose faite, puisque tu combats à Paris dans une salle pleine à l'Accor Arena. Victoire par TKO au premier round face à Gavin Hughes. Parle-nous de cette sensation qui est de combattre et de gagner à Paris. Mais la sensation de combattre et gagner à Paris, notamment avec le Bellator, ça fait la deuxième fois que ça me le fait. Parce que la première fois, ça m'a fait ça, c'était en sortie du confinement, pendant le premier Bellator de Paris. Tu vois, et c'était la sensation, il n'y a que les étoiles alignées, tu vois. Tu combats en MMA, à domicile, devant ton public. Genre, tu peux que exceller, en fait. Ça peut que t'exciter, que te rendre plus fort. Et ce qui s'est passé sur les deux rencontres au Bellator à Paris. Et moi, en tout cas, pour ma part, je me sens 2 fois plus excité, 2 fois plus déterminé pour gagner le combat quand c'est à domicile. D'accord. Et justement, pour parler un petit peu de ta carrière, toi, le point de départ, quand généralement on commence une carrière, on a souvent des rêves, des objectifs. Toi, c'était quoi ton rêve quand tu as commencé le MMA? Mon rêve quand j'ai commencé le MMA, à la base, j'ai commencé le MMA comme ça, comme un défi en fait. J'ai dit, bon, je vais relever le défi, combattant en MMA. Après, j'ai relevé le défi. Après, j'ai gagné de bout en bout, j'ai gagné ce tournoi. Après, gagner ce tournoi, signer dans une grosse organisation, faire ci, faire ça, et étape par étape en fait. C'était pas un but ultime dès le début, tu vois. De ma tête, c'était pris comme un défi en fait. Et justement, Un challenge. Souvent, au fil de l'évolution d'une carrière, les objectifs, mais surtout les rêves, ils évoluent. Est-ce que toi, justement, quand tu as vu tes capacités dans l'octogone, la manière dont tu réussis, parce qu'au départ, tu enchaînes une série importante de victoires, est-ce que tes objectifs, tu les as revus à la hausse ou pas? Oui, comme je te dis, en fait, c'était juste à chaque fois, je prenais les victoires comme un challenge. En fait, mon premier challenge, c'était combattre en MMA. En pancrace plutôt. Après, de pancrace, le challenge, c'est combattre en MMA. Après, dans MMA, gagner ce tournoi, le tournoi national. Après, international. Après, combattre à l'étranger. Signer dans une grosse organisation. En fait, étape par étape, j'avais des challenges en fait, que je me mettais comme objectif, tu vois. Et C'est intéressant tout ce que tu évoques. C'est intéressant parce que dans ton parcours de combattant, tu es arrivé là sur les 4 derniers combats au Bellator, où tu as fait un très beau palmarès, 3 victoires, 1 défaite. Ton dernier combat, c'était en Italie face à Walter Gogliandro le 23 octobre. Tu gagnes ce combat par décision. Aujourd'hui, tu es en fin de contrat au Bellator. Quelle suite pour Yves Landu? Alors, je suis pas en fin de contrat au Bellator. J'avais signé pour 4 combats. Mais donc, au bout du 3e combat, j'ai renégocié un contrat multiple combat de 4 combats. Du coup, là, le combat en Italie, ça faisait partie du nouveau contrat à 4 combats, en fait. D'accord. Et à l'heure où les combattants aujourd'hui
Bon, les combattants évoluent énormément. On va chercher des informations à droite, à gauche, dans divers centres d'entraînement. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu aimerais pouvoir t'exporter à l'étranger, peut-être faire des camps d'entraînement aux États-Unis? Parce que dans l'actualité, on parle beaucoup de combattants français qui s'exportent aux USA. Bah, j'ai pas entendu que la vague des Français le font. Tu vois, je le faisais déjà, ça. Oui. Enfin, chaque année, je vais en Thaïlande pour m'entraîner dans la période hivernale. Et ma dernière prépa, j'ai commencé aux États-Unis. La dernière prépa quand j'ai combattu en Italie, là, j'étais aux États-Unis, j'étais au AKA. À San José, là. Non, pas AKA oui, Thaïlande. avant, tu avais fait Thaïlande et après, tu es passé par San José. Non, j'ai pas. Enfin, j'étais en Thaïlande en janvier, comme tu dis, la période hivernale. Et moi, j'ai combattu là récemment, enfin, il y a 2 mois là. Et du coup, j'ai fait ma prépa pour ce combat aux États-Unis. Okay. À la AKA, là, à San José, là où il y a les Khabib, la team Khabib, là, Dreskov, tout ça. Et comment ça s'est passé, ce camp d'entraînement particulier? J'étais accueilli, ça m'a surpris parce que j'ai bien été accueilli. Parce que, via un Français qui s'appelle Thomas Jan, c'est lui qui entraîne en pied-point striking au AKA, là, les pros. Et moi, il m'a accueilli comme si j'étais dans ma team, tu vois. Et tout le club, pareil, tous les combattants, ils m'ont bien réceptionné, ils m'ont très bien accueilli. Ça m'a surpris, tu vois. J'ai dit, putain, dès le premier cours, ils m'ont bien accueilli. Et j'ai fait ma prépa là-bas. Je l'ai fini aussi. Donc, j'ai tourné un peu au State. Donc, j'étais beaucoup au AKA. Après, je suis parti dans une salle anglaise pied-point, mais plus anglaise à Los Angeles même. Après, je suis parti à Las Vegas faire un tour chez Benzi Casimir. Hein. Je ne sais pas si vous voyez l'ancien, le vétéran de MMA français. J'étais parti là-bas tourner avec le sol. Ils ont une bonne team de sol. Et après, j'ai fait bifurcation. C'était l'UFC. Il y avait l'UFC où il y avait Khamzat contre Kevin Holland. Et du coup, j'ai été là-bas voir la soirée. Tout ça s'est bien passé. Un bon petit séjour. Et je suis rentré. J'ai fini ma prépa à la Snake Team. Et j'ai combattu. C'était un peu délicat vu que le dernier combat, je me suis blessé à la côte un mois avant le combat. Du coup, à la fin de prépa, j'étais en soins, je tournais plus, tu vois. Et du coup, j'ai mal. Enfin, ma fin de prépa, c'est mal passé vu que j'étais blessé, j'étais en soins. Mais lors du combat, ça m'a pas gêné plus que ça. J'étais blessé, mais ça m'a pas gêné plus que ça. Du coup, c'est pour ça. Mais j'appréhendais, tu vois. C'est pour ça. D'accord. Aujourd'hui, on est en 2022 et depuis 11 ans, tu es à la Snake Team de Cyril Diabaté. Qu'est-ce qui fait que ça fait autant d'années que tu sois resté dans le même gym et que tu ne sois pas allé voir ailleurs? Parce que je compare beaucoup de combattants qui, au bout de quelques années, vont voir ailleurs, vont chercher à apprendre ailleurs. Aujourd'hui, tu as cette fidélité envers Cyril Diabaté que je peux totalement comprendre. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu te sens aussi bien à la Snake Team? C'est une grosse partie due à mon éducation. Genre, moi, j'étais éduqué avec des valeurs. Et du coup, fidèle à mon équipe comme Marcelo Totti. Comme Francisco Totti, pardon. Et je sais pas, moi, je sais pas, je suis resté fidèle à la Snake. Tu vois. Je me voyais pas dans une autre salle en France que la Snake, par respect et par. D'accord. Voilà, à mon entraîneur. Et en parlant de Cyril Diabaté, justement, moi, quand je m'intéresse aux combattants, j'aime bien prendre des avis extérieurs. J'ai discuté un petit peu avec lui. Et quand je lui ai demandé un peu son avis sur toi, il m'a dit pas mal de choses, des choses assez fortes. Il m'a dit que déjà, au niveau humain, c'était quelque chose de fort ce qui se passait entre vous. Vous avez une relation assez forte. Il m'a dit que tu étais quelqu'un de droit, que malgré le fait que tu sois quelqu'un d'assez assez foufou, que tu étais déterminé, professionnel et consciencieux. Qu'est-ce que ça fait que d'entendre tous ces mots forts, parce que c'est quand même des mots forts, de la part de Cyril? On se renvoie l'appareil, on se renvoie la balle. Hein. Genre lui, moi je le complimente et je le remercie pour tout ce qu'il a pu apporter à ma carrière, dans la vie professionnelle comme dans la vie active, tout ça.
au niveau de sa mentale, sa dureté. Et moi, j'essaie de rester vrai, comme lui, il essaie de rester vrai. Et on se ressemble dans ça, tu vois. Et voilà, c'est ça. Et il y a un petit parallèle que j'aimerais faire avec toi, c'est que avant que tu puisses commencer le MMA et même pendant, tu étais dans le breakdance au niveau de la Fantastic Armada de Karim Gaji, que j'ai déjà eu en interview, qui faisait partie également du groupe. Tu as donc un background de breakdancer. Et le parallèle que j'aimerais faire avec le MMA, j'ai l'impression que moi, le breakdance t'a servi énormément dans ton explosivité et ton agilité. Est-ce que tu me rejoins un peu sur ce point-là? Ouais, tout à fait, c'est ce que je le dis souvent dans chaque interview, hein, quand on parle du breakdance. Qu'est-ce que le breakdance t'a apporté en MMA? Ben, je dis c'est exactement ce que tu viens de dire, tu vois. La gestion de l'espace aérien, genre l'explosivité, le fait d'être imprévisible, tout ça, ça vient du MMA, du breakdance, pardon. Et j'en remercie tout le temps, à chaque victoire, je remercie le break avec une démonstration pour dire que tout ça, ça vient du breakdance. Merci, big up à vous. Et je vous oublie pas, quoi. Franchement, c'est magnifique parce que la manière dont tu signes tes victoires, ça envoie un clin d'œil à cet art qui est assez impressionnant de par l'explosivité, tous les mouvements qu'on peut voir. Et aujourd'hui, à 36 ans, quand tu vois toute l'évolution du MMA, le fait que ça a été légalisé depuis 2-3 ans en France, quel avis toi tu as aujourd'hui sur le MMA français? Moi, j'ai l'honneur d'avoir connu les deux écoles, l'ancienne école et la nouvelle école. Enfin, je suis venu vers la fin de la nouvelle école et là, j'arrive, là, je suis dans la nouvelle école, on va dire, la nouvelle ère du MMA. Et du coup, je suis sur la passerelle, on va dire, et c'est de jumeler les deux, enfin, d'accepter les deux là. Il y a l'ancienne école, il y a ceux de l'ancienne école qui n'arrivent pas à accepter la nouvelle école et la nouvelle école qui n'arrive pas à accepter l'ancienne école, tu vois, et ça fait le monde il évolue, évoluons avec le monde, c'est ce que je dis moi, et c'est pour ça que je m'attache et c'est pour ça que je suis là, je suis toujours d'actualité. Tu as totalement raison. En tout cas, moi, quand je te vois combattre, je prends énormément de plaisir parce que toute ton explosivité, toute la joie que tu mets dans l'octogone, mais même post-combat, dans tes célébrations, c'est quelque chose qui mérite d'être mis en avant. Dans ton parcours de 18 victoires, quelle a été pour toi la plus belle victoire? Ou plutôt Contre, ou alors même celle qui t'a le plus marqué? celle avec Thierry Brasier au Bellator numéro 1, première, première légalisation du MMA, sortie du confinement, on est tous confinés, on veut tous sortir. Là, on nous donne le feu vert pour sortir. Combat en MMA, la première légalisation en France. Je combat à domicile à Bercy. Je mets le KO de la soirée. Grosse prestation. Meilleur combattant, élu meilleur combattant français de l'année. Il y avait toutes les étoiles alignées. C'était le best, tu vois. Ma meilleure expérience. Toi, justement, tu es dans le MMA depuis de très longues années. On parle beaucoup de sparring, de ce silence qu'il y a aux côtés des sparring. Est-ce que, justement, dans toute ta carrière, il y a un combattant particulier avec qui tu as fait un sparring qui t'a marqué et que tu vois aller très haut, que tu voyais aller très haut? Qui m'a marqué Saladin Parnasse. Ouais. Là, il est jeune prodige là, qui arrive. Il est vraiment. Il n'a rien à dire. Et franchement, il est prodigieux, fort. Et ouais, qui m'a marqué à niveau de son cardio, tout ça, son débit, tout ça. Franchement, respect à lui. Et voilà, c'est lui qui m'a. Eh ben, c'est top. En tout cas, moi, Yves, je te remercie énormément. Si le public ne te connaissait pas, if you don't know, now you know. Aïe, aïe, aïe! Je te remercie énormément du temps que tu m'as accordé parce que ta joie de vivre, tout ce que tu exprimes, que ce soit sur les réseaux, mais aussi dans l'octogone, c'est quelque chose de vraiment très intéressant. Tu mets à l'honneur la France et le drapeau français. En Merci. tout cas, moi, je te remercie. Et si tu as un message à faire passer ou à envoyer, let's go, ta carte blanche. Le message à faire passer, croyez en vos rêves, ne laissez jamais les personnes mettre les bâtons dans les roues. Quand ils parlent de limites, ils parlent de leurs limites, mais pas les vôtres.
Dites-vous toujours, ça c'est une phrase qui me motive tous les jours. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Yves Landu, c'est l'homme qui a peur, sinon il y a faux.